sur vous à travers la télévision Chingit dans votre émission Opinion. Comme vous le savez, à chaque mardi à pareille heure, nous invitons des personnalités. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir sur ce plateau Ahmedou Val Ould Messoud, ancien gouverneur et aussi qui est vraiment très présent par rapport au manifeste, membre du manifeste des Haratines. Monsieur Val, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Gueye. Bienvenue à la télévision Chingit. Aussi, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ancien gouverneur, vous avez occupé des fonctions de l'administration. Aujourd'hui, si on vous demande de présenter l'administration mauritanienne, qu'allez-nous dire? Moi, je voudrais d'abord, M. Gueye, vous remercier de cette invitation et vous féliciter aussi pour l'émission. Mais je voudrais aussi en profiter pour remercier le directeur général, Mohamed Lemine, et tous les personnels de Chingit TV. Oui. Parce que je suis venu ici après quelques mois dans le cadre de la pétition, de la signature des pétitions, et le DG et l'ensemble des personnels qui sont là, que ce soit Ali actuellement qui nous encadre pour la caméra, que ce soit Sabah, qui est la secrétaire de direction, que ce soit tous les personnels qui est de Chingit TV, ils ont été les premiers à vraiment signer la pétition. Et d'ailleurs, ceux qui s'intéressent à la question peuvent voir leurs éléments dans la pétition qui est actuellement en ligne pour savoir ce que les journalistes ont dit. Mais je dois aussi dire que ce n'est pas seulement Chingit TV, même au niveau de Watania, avec Cheikh Naoul Imam aussi, et tous les personnels de Watania, ils ont tous été très engagés dans la signature de cette pétition, notamment les principaux journalistes qui sont là-bas, Mohamed Ould Bilal, Abdallah Ould Bilal, Abdallah Abdallah et l'autre on va revenir sur les remerciements. Je voudrais aussi, pour ne pas faire de jaloux, remercier aussi les gens Vous êtes en train d'ouvrir les portes. Je voudrais, s'il te plaît, remercier les gens de Mourabitoun, avec Moulay Ould Ibrahim, le directeur général, qui lui aussi, et son personnel, le personnel qui est là-bas, soit Abdallah l'autre, Mahfoud. Vous avez lancé. Mahfoud Ould Salik, et avec aussi le fils Kanté, Mohamed Kanté, qui ont tous participé. Vous allez remercier les gens. Par rapport à ça, je dis aujourd'hui, ancien gouverneur, on est en train, vous êtes un ancien gouverneur. Aujourd'hui, quand on vous demande de nous présenter l'administration aujourd'hui en Mauritanie. Je crois que l'administration, chacun peut se rendre compte, elle n'existe plus. Mais comment une administration n'existe plus alors que... Je te mets, s'il te plaît, pour que ceux qui nous regardent puissent comprendre un peu. Je dis donc que l'administration n'existe plus. Mohamed Abdelaziz, depuis son arrivée au pouvoir, s'est donné pour mission de rendre l'administration inexistante. D'abord, le premier maillon de l'administration, c'est d'abord le gouverneur. Parce que le gouverneur, comme tu le sais, il représente le président de la République et il représente tous les ministres. Alors, la première qualification que Abdelaziz a donné à ces gens. Les résultats qui vont le dire. Aujourd'hui, on a vu des gens mais vous aussi, vous allez me permettre aussi de revenir. D'accord, mais je veux pour que, pour que ceux qui nous regardent comprennent ce que vous dites. Moi aussi, je vous donne la latitude d'avancer sur des questions, mais sur des réponses qui ne sont pas claires, j'ai le droit de rebondir. Il faut qu'on essaie de s'organiser. Laisse-moi te clarifier. Oui, je vous donne le temps de clarifier. La fonction publique et le ministère des Finances interdisent complètement que quelqu'un, qu'on l'affecte à un poste sans désigner quel que soit. Moi, si je dois aujourd'hui être préfet, on va dire Ahmed Val Messoud, administrateur civil. On va dire Bakary Gueye, journaliste. Mais si on met Bakary, on met Ahmed Val, mais quelle est la fonction? Donc ça veut dire que l'administration, on est en train de la tuer. Moi, c'est Mahmoud Baïdi, c'est pas Bakary. Pardon? C'est Mahmoud Baïdi. Mahmoud Baïdi, pardon, oui, je m'excuse. Mahmoud Baïdi. Mahmoud Baïdi, si on doit te nommer quelque part, on va dire que tu es journaliste. Mais si on met Mahmoud Baïdi sans autre précision, mais quel est le but de ça? Donc vraiment, l'administration,
Ça, il faut le dire. Et je ne pense pas qu'elle va se relever de ce Pourquoi être aussi pessimiste que ça? Vous avez occupé vraiment cette haute fonction de devenir gouverneur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous proposez? Si vous dites que rien ne marche, mais il faut proposer quelque chose. Mais il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais ça, c'est un adage que tout le monde dit. Non, mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Concrètement, comment on va faire pour essayer de redonner, comme vous le dites, de redonner à l'administration mauritanienne sa vocation? Quand vous dites qu'aujourd'hui l'administration ne fonctionne pas. Bon, écoute-moi, je vais te dire, pour que l'administration fonctionne, il faut qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, indépendant de sa soumission au régime. Mais si vous regardez moi je suis dans l'opposition, si vous regardez dans l'opposition, il y a des cadres qui sont très brillants, qui peuvent aider le pays, qui peuvent servir le pays. Hein? Mais parce qu'ils sont dans l'opposition, on les marginalise, on les écarte. Il y a des cadres très compétents et qui peuvent aider le pays. Par contre, à contrario, quand vous regardez certaines fonctions qui sont actuellement occupées par des machins, c'est des fonctions qui juste c'est des fonctions politiques. On met quelqu'un parce qu'il est proche du régime, ou parce qu'il est cousin à celui-là, ou s'il te plaît, ou parce qu'il est neveu à celui-là. Hein? Ça, c'est des vies. On a vu ici, je l'ai dit la dernière fois dans une émission, la plus grande société industrielle en Mauritanie est dirigée aujourd'hui par quelqu'un qui est presque dans la flaquette. Ça, tout le monde le sait. Et quand vous allez dans des ministères, vous trouvez des gens, vous vous posez la question, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ici? Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas le sens de leur mission. Et ils n'ont pas d'autre ambition que de rester là et d'attendre qu'on leur dise faites ceci, faites cela. Donc l'administration, vraiment, ça, et d'ailleurs ça se sent. Ça se sent. Voyez comment le pays est géré. Le pays est très mal géré maintenant. Ça, c'est l'opposition et vous avez toujours tiré du bleu rouge au régime. Vous venez de dire que vous êtes de l'opposition. Oui, d'accord. Vous venez de dire que c'est dans votre droit de... Oui, mais c'est Bakary. C'est Bakary, vous ne devez pas, à chaque fois que quelqu'un dit la vérité, vous dites oui, ça c'est vrai, ce n'est pas de l'opposition. Non. Il faut vérifier ce que j'ai dit. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Est-ce que ce que j'ai dit à propos du dernier conseil, l'avant-dernier conseil des ministres, où il y a une trentaine de personnes qui ont été nommées. C'est votre perception. Non, c'est une votre perception de cette nomination. Écoutez-moi, non. C'est une obligation, quand on nomme quelqu'un, de dire quel est son statut administratif. Est-ce qu'il est enseignant? Est-ce qu'il est ingénieur? Est-ce qu'il est ceci? Ou est-ce qu'il n'est rien? Hein? On va rentrer dans un sujet très important qui est vraiment l'esclavage. Vous avez lancé une pétition. Aujourd'hui, on peut vous demander, vous êtes à quel chiffre ou bien quel est le nombre aujourd'hui des signataires? Nous sommes actuellement, je crois, on doit être à 1900. 1900. Vous avez besoin de combien de signataires? Nous avons besoin de 2500, donc on a à peu près 600. Est-ce que 2500, c'est pas peu? 2500 est aussi vraiment... Non, ce n'est pas peu, c'est beaucoup. Vous l'avez lancé, ça fait plus de quelques mois. Oui, d'accord. Les gens n'accompagnent pas. Est-ce que c'est le fait qu'aujourd'hui, cette question-là peine à avoir des solutions? Non. La pétition, il faut dire que d'abord en Mauritanie, ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur. Ce n'est pas seulement tout le monde qui a une boîte email. Même en France et ailleurs, quand vous regardez les pétitions, ce n'est pas des millions, hein. Il y a 2 000, 3 000, 4 000. Non, il y a des pétitions où des gens signent. On a des 1 million, 2 millions, 3 millions. Non, ça dépend de la question qu'on met en avant aussi. Non, ça dépend. Par exemple, quand il y a eu la pétition contre Trump, contre ça a été exponentiel. L'Obamacare, en une nuit, il y a eu 2 millions et quelques. Oui, mais ça, c'est le monde entier. C'est le Japon, c'est la Chine, parce que le personnage même de Trump avait mobilisé les gens contre lui. Ce n'est pas la même chose. Non, nous pensons que c'est un chiffre raisonnable. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander à ce que les téléspectateurs qui nous regardent nous signent cette pétition pour que nous puissions arriver à 2500. Et nous, en tout cas, nous sommes très satisfaits. Et d'abord, ce n'est pas seulement le nombre qui compte, mais c'est la qualité aussi des gens qui l'ont signé. Parce que dans cette pétition, il y a des ministres, il y a des ambassadeurs, il y a des gouverneurs, il y a des directeurs de chaînes. Comme je t'avais dit tout à l'heure, il y a les 3 chaînes qui ont signé. La seule qui n'a pas signé, c'est Sahel TV, parce que le directeur n'était pas là et qu'eux-mêmes, ils avaient fermé. Mais je suis sûr que s'il était là, le maire nous aurait accompagnés. Ça veut dire que tous les Mauritaniens sont d'accord que ce truc-là, il faut vraiment l'éradiquer. Et tu me rappelles, parce que tout à l'heure, j'avais oublié quelqu'un,
votre attaché de direction ici, Sabah, qui nous avait beaucoup assisté au moment où on devait signer cette pétition. Cette pétition, on vous entend souvent parler du plan Maréchal. C'est quoi ce plan, les stratégies que vous mettez? Bon, moi et mon ami Min Abdallahi, je ne sais pas si vous le connaissez, l'avocat, il est aussi dans la publier ce que vous consommez. Ouais. C'est les industries extractives. C'est les industries extractives, tout voilà, ça. exactement. Donc, il est très engagé dans la société civile. Nous avons pensé, après le jugement de Nema, parce que le jugement de Nema était vraiment, disons, la montagne qui a accouché d'une souris. Tout le monde attendait le jugement. Bon, l'État avait pris cette fameuse loi de 2015, qui avait criminalisé l'esclavage et qui l'avait porté, donc qui avait aussi augmenté les pénalités concernant relatif à l'esclavage, parce que de 5 à 10 ans, je crois, ou 10 ans maximum, il avait porté la pénalité de 10 ans à 20 ans maximum. Donc, tout le monde l'avait salué, même la communauté internationale, parce que ce n'était pas ce qu'il faut. Parce qu'un crime contre l'esclavage, ce n'est pas 20 ans de prison. C'est la réclusion à perpétuité. C'est ça Mais ici, bon, 20 ans quand même par rapport à la Mauritanie et à l'esprit de nos juges ici, on a pensé quand même que c'est une bonne chose. Donc tout le monde attendait cette loi et son rôle surtout, son rôle dissuasif. On pensait qu'elle va dissuader les gens à ce que cette pratique-là soit lâchée. Parce que quand on condamne quand même quelqu'un à 20 ans de prison, mais il va réfléchir la prochaine fois avant de... Et même ceux qui avaient des esclaves auraient certainement cherché à les libérer pour ne pas éviter. Vous n'êtes pas satisfait du jugement? Donc, non, pas du tout. Pas du tout. Le jugement, personne n'est satisfait. Parce que le jugement a consisté en quoi? Ça, je l'explique pour les téléspectateurs, pour qu'ils puissent, ceux qui ne sont pas faits. Le jugement a concerné 2 personnes qui ont avoué devant le tribunal qu'ils ont mis en esclavage 10 enfants et 2 mères de famille. 2 femmes et 10 enfants. Ça fait 12 personnes. Pendant 40 ans. Est-ce que tu vois le rapport? Et certainement que leurs parents avaient aussi pratiqué l'esclavage sur le grand-parent des concernés, des victimes. Mais il y avait à prendre en compte que la situation des victimes. Donc, ces 2 personnes ont mis 12 personnes pendant 40 ans en esclavage. Bon, les gens s'attendaient quand même à des peines qui correspondent un peu à l'infamie qui est commise. Parce que je te rappelle que l'esclavage, sa définition, c'est un crime contre l'humanité. Ça veut dire un homme qui appartient à un homme. Ça, c'est la définition qui a été donnée par Aristote. Un homme qui appartient à un homme. Alors, tu imagines un peu ce que c'est. Donc, ces gens, bon, ils ont été condamnés à 1 an de prison. Et je crois que une légère amende. Mais il est évident que... Mais c'est une avancée quand même. Je dois dire quand même que ça a été un démenti du président. Par rapport à quoi? Parce qu'il avait, quelques mois auparavant, au mois de novembre, à Nouadhibou, à l'occasion du 28 novembre, dit que l'esclavage n'existait pas. Que c'est une invention. Comme il va le dire maintenant, que moi, ce que j'attends, c'est du fou. Alors que les téléspectateurs qui nous regardent maintenant et qui nous suivent connaissent qu'il y a à côté d'eux une famille, ici à Nouakchott. Je ne parle pas de l'intérieur du pays, parce que ce serait trop loin. Ici, là, autour de... Mais c'est des généralités, et spécifiquement, vous me donnez un cas avéré. Je te donne des cas avérés. Je te dis qu'ici à Nouakchott, dans les maisons qui nous entourent, il y a des gens qui sont soumis à l'esclavage domestique. Ça, c'est moi qui le dis. Quelle maison? Vous lancez seulement dans les généralités. Non, vous nous donnez vraiment en nous disant, dans telle maison de Mohamed, ou la maison Abdallah, ou le Mokhtar, ou le Sidi, c'est ça. Mais lancer dans les généralisés en disant il y a des maisons, alors que ce n'est pas défini. Je termine, s'il te plaît. Donc, le président avait dit à Nouadhibou que l'esclavage n'existe pas. Et il a inauguré, pendant qu'il inaugurait le tribunal ad hoc, qui est chargé de juger les crimes d'esclavage à Nema, il a dit que ça n'existait pas. Et quelques mois après, donc le juge là-bas, a condamné. Vous savez, c'est très difficile. Parce que nous sommes dans un pays où tout est concentré autour du chef de l'État. C'est lui qui décide de ce qui est bon, de ce qui est mauvais,
de ce qui est Il n'y a grave. pas de séparation de pouvoir. Et de ce qui n'est pas grave. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de séparation Mais, de pouvoir. mais tu as vu le cas du sénateur Oulkhadde. Moi, j'étais à Rosso pour voir Oulkhadde. Tu as vu son cas. Oulkhadde a échappé parce que simplement les gens, comme c'est des gens enfin, je ne vais pas me vanter, mais c'est des gens de Rosso qui généralement n'acceptent pas les magouilles. Hein? Ils ont dit non. On a tout fait, le pouvoir a tout fait. On a été saisi par 1001 personnes. Quelle est la personne qui a donné cette information? Quelle est la personne? Mais ça a été dit. Non, mais on peut relater des rumeurs. Mais quand vous me dites que c'est un dignitaire qui est là à haute instance en disant que l'État a fait des pressions pour qu'on arrête Oulkhadde, l'État a fait pression pour qu'on enferme Oulkhadde. Mais je te dis d'abord, ça, ce qui le prouve, c'est le jugement qui a été donné. Mais Oulkhadde allait partir loin. Oulkhadde allait rester très longtemps en prison. C'est ça que le régime cherchait. De chercher à l'enfoncer. Sinon, pourquoi le prendre une deuxième fois? Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé l'ouverture du dossier, c'est tout à fait normal. Mais ce dossier était déjà clos parce que ouais, les gens... On voit des dossiers qui sont clos pendant plus de 20 ans, les gens demandent une ouverture. Ça aussi, il faut reconnaître que les gens ont ce droit. Mais comment vous voulez dire que vous, le droit c'est vous, les autres n'ont pas le droit d'ouvrir un dossier? Non, pas dit que le droit c'est nous. Oui. Nous avons dit que le RAD, il a épuisé tous les recours qui étaient... Il a indemnisé les gens et il a fait de sa propre personne, il a fait une attestation qu'il prend en charge les enfants de la victime, de la dame, pendant 10 ans. Que pendant 10 ans, toutes les charges qui sont relatives à leur éducation, à leur nourriture, à leur habillement, à leurs vacances, à ceci, que lui, il le prend en charge. Ça, c'est de lui qui le fait. En plus de la dia qu'il a donnée. Et d'ailleurs, l'avocat de la partie civile s'est retiré parce qu'ils ont compris que c'est ça qui l'a sauvé. Mais l'État voulait le mettre pour longtemps dans revenons sur l'esclavage. Aujourd'hui, par rapport à ce plan Maréchal, aujourd'hui, vous avez des financements. Est-ce que vous avez des financements qui vous permettent vraiment... Je n'ai pas laissé de terminer tout à l'heure parce que j'avais juste commencé à t'expliquer les circonstances dans lesquelles mon ami Min Abdoulaye et moi, nous avons décidé de lancer cette pétition. Donc après ce jugement, on s'est dit, mais vraiment, ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine de condamner les gens. Si quelqu'un a mis 12 personnes pendant 40 ans en prison, on le condamne à 1 an, et 1 an, d'ailleurs, il ne le fera pas, parce qu'après quelques semaines... Mais il faut quand même être de bonne foi en disant que cette personne est condamnée alors qu'il marche dans la rue. Ça c'est des propos politiques. Oui, non. Vous n'avez pas de vérification pour dire que cette personne condamnée à 1 an de prison est relâchée. Vous n'avez pas de preuve. Actuellement, vous n'avez pas de preuve. Actuellement, lui, il a épuisé de façon l'année qu'il devait purger. S'il devait la faire. Actuellement, il est en train de se promener. Alors que ces 12 personnes, leurs vies sont détruites pour toujours. Leurs vies sont détruites pour toujours. Quand on sort de ce fléau, mais on est KO pour la vie. Donc c'est ça le problème. Ça veut dire que nous, ce qu'on a compris, on a dit que maintenant, comme c'est comme ça, et que vraiment le gouvernement n'a aucune volonté, ça tout le monde a dit, hein. Tout le monde l'a dit. C'est l'opposition. Non, c'est pas l'opposition. C'est l'opposition. Écoutez-moi, là, c'est pas l'opposition. Ça, c'est la Cour des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme de Banjul, qui a pris une résolution pour dire, il y a 1 an, que la Mauritanie ne fait absolument rien pour combattre l'esclavage. Et actuellement, il y a une plainte qui a été dépassée, je ne sais pas si j'ai au courant de ça, par M. William, l'avocat au niveau des instances de l'Union africaine. De l'Union africaine et du machin, contre... Alors, ce que M. Bakary, ce qui doit... Moi, c'est Mahmoud Baïdi. Mahmoud Baïdi plutôt. Je ne sais pas pourquoi je vous connais. Parce que Bakary, c'est votre ami. Donc, ce qui est inquiétant, c'est qu'un pays qui fait face à des problèmes de cette nature, mais on voit que le pouvoir, ça ne semble même pas les préoccuper. Ça, c'est son moindre souci. C'est le moindre de ses soucis. Ah, oui. Au lieu de ça, il organise des référendums bidons qui ne servent à rien, qui sont inutiles, qui coûtent cher et qui ont divisé le pays. Le pays actuellement est divisé. Même des familles sont divisées. On ne le voit pas. Hein.
Ah, comment Parce que tout marche, on ne le voit pas. Non, aussi, quand vous toi, dites qu'il n'y a pas une volonté, il n'y a pas une volonté de l'État pour essayer d'éradiquer l'esclavage, les séquelles de l'esclavage. Aujourd'hui, on a vu la création de Tadamoun. Tadamoun, on a vu sa création. On se rappelle de votre déclaration au niveau de la télévision sénégalaise des STV, où vous dites que le problème, c'est un problème d'éducation. Aujourd'hui, ils sont en train de créer des écoles. Mais comment vous voulez que cette question se règle alors que vous refusez de s'ouvrir aux gens aujourd'hui qui sont capables de régler ce problème? Mais je m'étonne que je me dise qu'il y a des gens qui sont... Parce qu'il n'y a pas la moindre... Mais concrètement... Laisse-moi terminer ça. Bon. Je vais te répondre d'abord par rapport à Tadamoun. Je vais te dire, M. Baïdi, que Tadamoun, c'est une plaisanterie. Comment? C'est une plaisanterie qu'Aziz a créée, comme beaucoup de choses qu'il fait, quoi. Pour un truc pour divertir les gens, pour amuser la galère, comme on dit. Tadamoun, c'est une plaisanterie. Et moi, l'image que j'ai en tête, c'est quand j'ai vu, il y a 3 ans, le lancement du pavage des pavages de Tijikja, à laquelle Tadamoun avait donné un grand machin, avait organisé une grande cérémonie, organiser une cérémonie pour un organisme qui est chargé d'être contre l'esclavage, tu fais le pavage de Tijikja. Et quoi ça te concerne? Ce n'est pas ton affaire. Et mieux que ça, la tribune de Tijikja, la tribune présidentielle, a été construite par Tadamoun. Donc ça, c'est de l'argent qu'on donne à quelqu'un pour lui dire, bon comme c'est de toute façon, c'est de l'argent qui sert un peu à la cause des esclaves. Bon, personne ne s'intéresse à ça. On pense que c'est normal de le manger. On a vu d'ailleurs à chaque fois qu'il y a eu un contrôle dans ces organisations, on a trouvé qu'il y avait des trous. La dernière fois, on a trouvé un directeur d'esclavage qui avait détourné les sommes. Parce qu'on met déjà... Je termine. Laisse-moi venir. Vous restez toujours dans les généralités. Non, je ne reste pas... Il y a un directeur je ne reste pas... Je vais être très concret. Très concret et précis. Oui, voilà, je vais être concret et précis. Oui. Quand tu regardes l'actuel siège de Tadamoun, qui est digne d'un émirat du Golfe, cet immeuble de haut standing. Mais tu ne peux pas croire que ça, c'est des gens qui sont là pour lutter contre le travail. Et je l'ai dit une fois, j'ai dit qu'aucun esclave ne peut mettre ses pieds là-bas. Parce que ce n'est pas destiné à ça. Ça, c'est du haut standing. Quand tu vois ces limousines qui sont dignes du président des États-Unis d'Amérique, qui sont garées là-bas, tu te dis que ça, c'est pas... Ça, mais, c'est la plaisanterie. Mais le monsieur Philippe Alston, je vais d'ailleurs tout à l'heure montrer son rapport aux téléspectateurs pour qu'ils le regardent. Parce que Philippe Alston a écrit. Il a écrit sur ça. Il a dit que Tadamoun ne fait rien de sérieux. Et toi, tu crées... Comment tu peux construire une école? Écoute-moi bien. Le Tasmamat, paraît-il maintenant, on l'appelle Tasmamat. Tu peux construire une école à 84 millions. Une école. Mais c'est quand même... Après, on te voit aussi faire distribuer des terrains et des machins à Nouadhibou. C'est de la plaisanterie. On ne peut pas trouver un autre mot. Tadamoun, c'est la plaisanterie. Et mieux, moi j'ai dit une fois dans l'émission que j'ai faite à Watania que nous condamnons, nous dénonçons énergiquement ces procédures que fait Abdelaziz. C'est la personne du président Aziz qui vous dérange. Mais le président, c'est lui qui est responsable. C'est lui qui est responsable, c'est lui. On va accuser qui? On va demander à qui? Qui est responsable de ce pays? C'est lui qui doit... Non, c'est lui. Non, Abdelaziz, cette affaire, écoute, lui il a dit. Lui il a dit que cette affaire de machin, de 28 points, des 28 points qui ont été... 29 points qui ont été signés avec les Nations Unies, que c'est lui-même son affaire, qu'il fait de Tadamoun son affaire. C'est lui. C'est lui qui décide de tout. Non, ce que je veux te dire, c'est que nous dénonçons, c'est ce fait que chaque fois qu'il y a un problème qui concerne les Haratim, on prend un arabe pour lui dire de venir présider. Pourquoi on met l'autre à Tadamoun? Pourquoi? En vertu de quoi? Mais s'il est compétent, mais sa compétence, on l'a pas vu. Vous, aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes en train de voir comment vous améliorez les choses, alors que si on vous amène quelqu'un qui est capable de porter vraiment, de réaliser, vous dites que vous n'êtes pas d'accord parce qu'il est arabe, mais ça, c'est des propos qu'on va dire qui n'est pas digne d'un intellectuel de votre taille. Non, c'est pas parce qu'il est arabe, c'est parce qu'il s'en fiche. Oui.
Mais comment vous pouvez le dire? Ils sont aujourd'hui un peu partout en Mauritanie. Ils ont des agences, ils sont partis essayer de donner aux cultivateurs comment ils vont améliorer leur terre. Tadamoun, ils ont des services spéciaux sur l'éducation, comment booster, comment éduquer les gens. Et vous dites que vraiment c'est une agence de plaisanterie. Ça, vous le dites parce que vous êtes dans l'opposition. Non, je ne suis pas dans l'opposition. Moi, je ne suis pas dans l'opposition. Moi, mon problème, c'est le problème des esclaves. C'est ça mon problème. Moi, je ne suis pas dans l'opposition. Moi, je suis dans l'opposition. Mais concrètement, quel est le projet que vous présentez à ces esclaves? Quel est le projet que vous présentez? Je vous ai posé une question, vous avez expliqué par rapport au financement. Quels sont les financements que vous avez reçus pour essayer vraiment de faire ce plan Marachal? Je vais t'expliquer d'abord une chose. Il faut que tu comprennes d'abord une chose. C'est que ce problème, il ne peut être traité que par les gens qui sont concernés. Il faut mettre les gens qui sont concernés. Au lieu de mettre le Mahjoub, mais mettez le Bilal, mettez le Mbarak, mettez le Massoud, des gens qui sont concernés par ce projet. Hein? Et comme dit Gandhi, ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Comment vous pouvez améliorer le sort des esclaves sans que ces gens ne soient impliqués, sans que les gens qui sont concernés ne soient associés? Mais c'est ridicule. Rien ne s'améliore à aucun niveau parce que vous ne voulez pas que les choses s'améliorent. Je te dis, je vais te raconter. Mais revenons par rapport à ça. Non, mon anecdote d'abord. Je te raconte mon anecdote avant que tu l'oublies. Non, d'accord, on va revenir sur les financements. Je vais t'expliquer clairement. Parce que les financements, c'est toujours dans les Mauritaniens. Dès qu'il y a quelque chose, même vous, vous demandez de compte. Même vous demandez de compte. Aujourd'hui, vous accusez Tadamoun. Je vais clarifier la situation. Je vais clarifier la situation. Chouf, il faut que tu comprennes que dans ce marché des droits de l'homme, on ne peut pas faire quelque chose sans les Haradis. Tadamoun n'a pas un programme. Tadamoun n'a associé personne. On le voit parfois faire une mosquée, parfois faire une école, parfois faire un dispensaire, alors que le dispensaire qu'il construit a des prix exorbitants, parce que c'est compte tenu de leur niveau de vie. Bon, ça c'est le grand standing, quoi. Tu as vu, hein? Alors que donc ces édifices qu'ils construisent, hein, ne sont d'aucune utilité. L'école de Tasman Mart dont on parle, mais elle est fermée. Vous revenez sur ça. Oui, je reviens sur ça. Ça ne change pas la question. Je reviens sur ça. Mais ce que je voulais te dire, que ça, ce ne sont pas des propos que moi je tiens, c'est que le rapporteur est un homme sérieux. M. Philippe Astor n'est pas n'importe qui, contrairement à ce qu'on croit. Non, ça ne s'arrange pas. Oui, ça vous arrange. Non, ça ne s'arrange pas. Oui. C'est un homme sérieux, ce n'est pas vrai. Et je regrette que le commissaire aux droits de l'homme a traité ce monsieur de menteur. Ce n'est pas comme ça qu'on défend son dossier. Hein? Et quand l'Union européenne vous dit que non, mais vous avez encore l'esclavage chez vous, vous dites non, c'est parce qu'on ne nous a pas donné notre poisson. Les gens ici n'ont pas d'argument pour c'est ça, c'est pas des arguments contre. Vous aussi, vous ne faites rien pour ça. Je dis que, par exemple, dans la même commission, la dernière commission des droits de l'homme de Genève, l'Arabie saoudite a été attaquée. Ils ont tenu des propos. Mais quelle était la réaction d'abord? Elle a dit oui, ça, nous allons en tenir compte et nous allons faire en sorte que les choses changent. Mais toi, tu es toujours en train d'accuser le diable. Dès qu'on te dit que tu as l'esclavage, tu dis non, c'est parce que je ne t'ai pas fait ci. Mais même si l'Union européenne a besoin de notre poisson, mais en tout cas le Canada, le Parlement canadien n'a pas besoin de poissons. Ils ont des poissons. Hein? L'Ontario, il est aussi poissonneux plus poissonneux que la Mauritanie. Le lac majeur est plus poissonneux que la Mauritanie. Et le Congrès américain, qu'est-ce qu'il fait avec le poisson en Mauritanie? Mais ça, c'est la vérité. Il faut accepter les choses. Il faut que quand on vous dit qu'il y a un problème, il faut que vous l'attaquez. Et c'est ça qu'a dit tout à l'heure, c'est ça le problème des Africains. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Et Sarkozy a raison. Sarkozy a dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Comment on n'est pas dire qu'ils sont complices de l'esclavage parce qu'aujourd'hui aussi vous dites ce qu'ils disent c'est vrai. Est-ce que c'est pas deux poids deux mesures? Non, je ne dis pas qu'ils sont complices. Je dis qu'ils n'ont rien fait. Oui. Mais en tout cas, actuellement, ils condamnent l'esclavage. Oui. Et ils ont mis fin à cela. La France a mis fin. C'est elle qui a, je l'ai dit à Tounkara à Dakar, quand il a voulu faire quoi. D'ailleurs, Tounkara, je lui recommande,
il paraît qu'il est candidat à la députation. Je lui demande s'il a le temps de lire le livre de Faidherbe. Le livre de Faidherbe. Le Sénégal, la France en Afrique occidentale. Il n'a qu'à le lire. Il va voir que ce que j'avais dit à l'émission, que c'est vrai. Et malheureusement, je constate aussi que nos amis sénégalais ne connaissent pas l'histoire de leur... Mais le Sénégal est un État souverain comme la Mauritanie. Ce que je voulais dire à propos de Sarkozy, laisse-moi terminer, je disais que Sarkozy a dit que l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire. Et ça, personne aujourd'hui ne peut le démentir. Nous, ici, toi et moi, aujourd'hui nous sommes le 18. En tout cas, je ne partage pas votre avis s'il te plaît, en tant qu'Africain. Oui, d'accord. Bon, tu peux ne pas. Laisse-moi terminer quand même. Laisse-moi terminer quand même. Nous sommes aujourd'hui le 18 juillet. Mais ils ne sont pas nos exemples. La France n'est pas un exemple. Ce n'est pas un exemple par rapport au développement de l'Afrique. C'est tout ce que ces Occidentaux disent, vous dites que c'est vrai. Alors que demain aussi, vous dites que ces Occidentaux sont complices. C'est parce qu'aujourd'hui, vous peinez vraiment à avoir un courage pour essayer d'éradiquer l'esclavage. Vous accusez des gens. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour ça? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Je termine d'abord. Je te dis que M. Sarkozy a parfaitement raison. Et nous ne devons pas écouter... Excuse-moi, laisse-moi terminer. Je vous laisse terminer. Donc, nous ne devons pas écouter ce qui nous caresse dans le sens du poil. Nous devons écouter les vérités. Comment se fait-il que nous, aujourd'hui, en Mauritanie, le 18 juillet 2017, nous sommes en train de parler d'esclavage? Mais ça, ailleurs, mais les gens tombent du ciel. Ils se disent, mais... Parce que la responsabilité est partagée. L'État est là, mais les gens qui revendiquent cela refusent vraiment de se retrouver autour d'une table pour discuter de l'esclavage. Laisse-moi terminer. Je dis donc que ailleurs, les Américains, les États-Unis d'Amérique, ils ont été sur la Lune il y a 50 ans. Et l'autre jour, Trump a signé un commandement pour que dans 10 ans, ils aillent sur Mars, en vol habité. Ils sont déjà là-bas avec leur robot, etc. Mais en vol habité. Alors, tu vois un peu la différence qu'il y a. Et nous, on est là, on parle, toi tu es noble, l'autre n'est pas noble. D'ailleurs, eux, ils ne font pas la différence, parce que pour eux, tout ça, c'est la même chose. Hein. Les gens ici, bon, chacun prend une hiérarchie qu'il veut, mais pour le reste, là, c'est rien. Hein. Tu vas en France ici, hein, pour que qui que tu sois noble ici, pour tu n'es pas... Donc, il faut que nous le voyons. Si nous voulons avancer, il faut que nous nous débarrassons de certaines choses. Regarde ici, qu'est-ce que nous n'avons pas? Hein? Et je vais te donner un exemple très simple. Regarde ici à Taziazit. Hein? Imagine un peu. Est-ce que tu me suis? Je vous suis. Bon, ici à Taziazit. La Mauritanie, elle a 3%. Elle a 3% de la richesse. Alors qu'au Ghana et en Afrique du Sud, où il y a aussi l'or, mais en Afrique du Sud, les gens vont le chercher à 2000 mètres sous terre. L'Afrique du Sud, tu ne peux pas avoir moins de... le pays ne peut pas avoir moins de 80%. Et l'investisseur ne peut pas avoir plus de 20%. Nous, ici, l'or, on peut même le ramasser à chose. On n'a pas besoin de creuser. Hein? Moi, j'ai vu un expert qui m'a dit que pour la Mauritanie, il est plus intéressant qu'elle laisse les gens, chaque week-end, les familles vont aller chercher de l'or, etc. Ça fait plus. Il faut qu'il y ait 3%, mais imagine. Qu'on mette en place 3%. Ça, c'est un contrat. Ça, c'est un contrat qu'on se donne dans les pays. Pour montrer, regardez comment un pays peut vendre ses richesses. 3%. Il vaut mieux laisser ça là-bas pour les générations futures. Peut-être qu'un jour, on aura des ingénieurs. On va revenir encore par rapport à ce que vous venez de dire, c'est la question de l'esclavage. Oui. Aujourd'hui, on le voit à la longueur de la journée, on le voit, on a vu des gens qui étaient des leaders qui portaient ce combat, aujourd'hui qui criaient sur tous les toits en disant que l'État n'a rien fait, qu'on doit vraiment essayer, ils ont inventé beaucoup de plans. Et aujourd'hui, si l'État leur tend la main, ils viennent et ils se rangent. Donc, il n'y a plus d'esclavage. Est-ce que vous n'êtes pas dans cette optique? C'est le fait de taper dur pour qu'aujourd'hui, l'État vous fait les yeux doux. Est-ce que vous n'êtes pas dans cette optique? Écoute, moi, je vais d'abord te rassurer à propos du financement, parce que tu sembles... En Mauritanie, dès qu'il y a quelque chose... C'est normal. Si moi, vous dites aujourd'hui l'État d'éclaircir alors que vous ne voulez pas éclaircir par rapport à vos fonds. Je veux que les gens qui croient qu'il y a de l'argent dans de venir, venez ramasser l'argent. Non, ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a que du sacrifice. Non, vous avez des financements quand même. Vous avez des financements. S'il te plaît,
Et comme avait dit Winston Churchill en 1942, devant Le la Premier Chambre ministre des Lords, britannique. devant la Chambre des Lords britannique, je n'ai rien à vous proposer que de la sueur, des larmes et du sang. Et c'est exactement ce qui est quand on milite pour les droits de l'homme en Mauritanie. Et j'ajouterai peut-être la prison, parce qu'à tout moment... Est-ce que vous avez fait la prison dans votre vie? Mais je ne sais pas, mais je peux la faire à tout Ah moment. non, ouais. mais quand même, Et je ne déclare pas encore. Les sacrifices marquent. Je vais te dire quelque chose. Moi, nous, tout ce qu'on fait au niveau du manifeste de Haratine, il est limpide. Et nous n'avons jamais reçu une ouguiya seulement. Je te dis une seule ouguiya. Moi, de l'argent que je n'ai pas gagné en tant que préfet, en tant que gouverneur, en tant que secrétaire général, en tant que directeur financier, pendant 35 ans, je vais le gagner maintenant dans les droits de l'homme. Parce que je n'ai rien gagné. Au contraire, actuellement, je t'informe que je mets en vente un terrain que j'ai sur la route de Nouadhibou, parce que je dois effectuer un voyage à Paris, à Londres et aux États-Unis. C'est le financement même de mes propres deniers. Et je n'ai jamais eu une seule ouguiya comme les autres. C'est normal, il y aura des comme les retombées. autres, non, c'est-à-dire. C'est une pour te dire chose, que oui. ceux qui pensent que c'est une affaire de... Non, d'ailleurs, En tout cas, sur la ils question le de savent. finance, vous refusez vraiment de vous étendre. Mais comment? Mais moi, je te clame, je t'ai dit qu'on n'a a jamais reçu une ouguiya. Quelle finance? Ah, mais Sur on a le preuve. manifeste, Si, parce écoutez-moi. que le temps nous est court et Je termine cette question parce qu'elle est importante. Et tout le monde se la pose. Parce qu'en Mauritanie, dès que tu parles de quelque chose, on dit, eh oui, Pourtant, on dit qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? par l'État de Qu'est-ce France, qu'on gagne, financé. On vous met en avant en disant que ce programme est financé par le gouvernement français. Non, c'est pas. Je vais t'expliquer tout à l'heure. On va revenir tout à l'heure aux choses, au plan Marshall. Je vais t'expliquer que c'est tenant et aboutissant. Mais ce que je vais t'expliquer d'abord, c'est qu'en Mauritanie, les gens pensent tout le temps qu'il y a anguille sous roche. Alors moi, je les rassure qu'il n'y a pas anguille sous roche. Et celui qui veut venir n'a qu'à venir. Il n'y a rien à gagner dans ce truc-là. Il n'y a rien à gagner. Pas une ouguiya. Au contraire, je t'ai dit que tu dépenses de toi-même, de toi. Moi, le voyage que j'ai effectué à Dakar, je l'ai fait sur mes propres frais. Et actuellement, je te dis, je mets en vente un terrain de Nouadhibou pour pouvoir aller aux États-Unis, en Grande-Bretagne et à Paris, pour expliquer les tenants aboutissants de ce plan Marshall que nous sommes en train de souhaiter. Donc, il faut se rassurer. Il n'y a rien. S'il y avait quelque chose, l'État nous aurait attrapés. Parce qu'il nous surveille. L'État nous surveille, il nous écoute. Il regarde ce que nous faisons, il nous suit. Moi, je suis un gouverneur, je connais. Je sais ce qui se passe dans la rue. Quand je sors, je vois ce qui est nouveau. Donc, s'il y avait quelque chose... Non, là nous sommes, comme on dit, clean, comme disent les Anglais. Nous sommes clean et nous ne cherchons rien. Nous, ce que nous cherchons, c'est que cette situation doit changer. Parce que c'est inadmissible qu'une communauté qui fait 50% de la population ne soit représentée dans rien. Personne ne cautionne l'esclavage. Non, mais ce n'est même pas l'esclavage, c'est l'exclusion. Et je vais d'ailleurs tout à l'heure montrer aux téléspectateurs les documents que j'ai écrits, parce que j'ai écrit une tribune. J'ai écrit une tribune dans le CRIDEM. La première partie, en 5 parties. C'est une tribune en 5 parties. Il faut être rapide parce qu'on est pris par le temps. Ça nous reste quelques minutes. Bon, d'accord. J'ai dit donc je vais montrer aux téléspectateurs la tribune que j'ai. Je demande de lire cette tribune. Parce qu'elle identifie... Vous l'adressez à qui? Parce que vous l'adressez à une la population tribune est adressée à tout le monde. Mais vous l'adressez à une population qui est analphabète, que vous le dites, qui n'ont pas d'éducation. S'il te plaît, parce que tu dis que le temps est court, il ne faut pas... Oui, mais aussi, je rebondis sur des questions. C'est par rapport vraiment à... Donc, je reviens à ce que je disais. J'ai dit donc que j'ai écrit une tribune dans CRIDEM, dont la première partie s'intitule... La tribune, en gros, s'appelle... J'accuse la France, est intitulé J'accuse la France d'être responsable de la persistance de l'esclavage en Mauritanie, en 5 parties. La première partie, c'est l'incident diplomatique, où je relate donc l'incident qu'il y a eu entre le Premier ministre et l'ambassadeur, M. Joël Meyer. Parce que Joël Meyer, le Premier ministre, a dit que la France, quand il est venu pour demander à ce que le sort des esclaves en Mauritanie soit amélioré, il a dit, mais le sort des esclaves en France est le même qu'en Mauritanie. Il n'y a pas de différence. Donc, j'ai relaté un peu cet fait. La deuxième partie, j'ai intitulé l'esclavage sous la colonisation française. Parce qu'effectivement, bien qu'en 1848, d'abord, et en 1905, la France, c'est-à-dire l'Assemblée nationale française, a décidé de mettre fin en 1848
à l'esclavage, ce qu'on appelle l'esclavage transatlantique, c'est-à-dire les gens qu'on exportait vers les États-Unis, les Caraïbes, les Antilles, etc. En 1848, la France a mis fin à ça. Mais on avait constaté, voilà, il a été constaté que l'esclavage domestique, c'est-à-dire celui que nous vivons maintenant, continue à exister. C'est ce qu'on appelle l'esclavage de tente. Donc, en 1905, il y a eu une nouvelle loi qui a été prise pour interdire l'esclavage donc de tente ou de case, c'est-à-dire l'esclavage domestique, pas transatlantique, parce que là, il était terminé, l'esclavage domestique dans les pays. Dans tous les pays de l'Afrique occidentale française et au Congo. Et ces deux dispositions ont été appliquées partout, sauf en Mauritanie. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'en Mauritanie, comme je l'ai expliqué la dernière fois, nous avons eu la malchance d'avoir d'abord Kopolani, Kopolani était un salafiste. Kopolani est un arabisant. Il parle l'arabe aussi bien, mieux que tout le monde ici, parce qu'il a fait ses études en Algérie. Et ensuite, Faidherbe aussi était... Mais concrètement, quel est cet apport? Les gens, vraiment, sur ces écrits, c'est l'histoire, mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que vous avez fait, concrètement? Malgré tout ce que vous avez écrit, malgré vraiment les dénonciations, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que les choses s'améliorent? Aussi, ma question, je vais vous reposer cette question. Aujourd'hui, le manifeste de Haratin, ils sont divisés en deux blocs. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Je vais revenir, mais tu peux savoir terminer d'abord la première interpellation. Ok, je vous donne... oui, vous pouvez. Donc, je dis que cette tribune est composée de 5 parties. La première partie, donc, c'est l'incident diplomatique. La deuxième partie, c'est l'exception mauritanienne. La non-application des lois concernant l'esclavage en Mauritanie, de 1848-1916. Et je donne des faits, je donne des dates. Mais il y a eu un jugement quand même. S'il te plaît. Le troisième élément, le troisième thème, c'est l'exclusion. Donc, les esclaves en Mauritanie, les esclaves et anciens esclaves, de l'esclavage, des chaînes de l'esclavage aux chaînes de l'exclusion et de la marginalisation. C'est la situation que nous vivons maintenant. C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'esclavage ne sont plus peut-être dans l'esclavage tout à fait, mais on les a apporté d'autres chaînes, c'est-à-dire qui sont inexistants. Et je disais tout à l'heure, qu'on m'a parlé de ces données chiffres, j'ai dit qu'au Sénat, le Sénat qu'on est en train de supprimer, sur 54 sénateurs, il n'y a aucun Hartani. À l'Assemblée nationale, tu as une dizaine mais le président de l'Assemblée nationale, il fait partie de cette communauté. Oui, mais le président du Conseil constitutionnel fait partie de cette communauté. Le président du Conseil économique et social fait partie de cette communauté. Mais aussi, comme je vous dis, aujourd'hui, le manifeste des Haratin, vous avez esquissé cette question, c'est divisé en deux blocs. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Je vais revenir, je reviens donc sur le... Parce qu'on a pris le temps, M. Fall. Oui, d'accord, donc je disais donc le quatrième point, c'est le plan Marshall. C'est-à-dire comment faire pour trouver une solution au problème des Haratin. Éradiquer l'esclavage. Et le cinquième, c'est la pétition. C'est la pétition. Alors, pour éradiquer l'esclavage, c'est très simple. Il faut que l'État d'abord prenne en main ce problème. Il faut qu'il prenne en main ce problème. Et qu'on condamne les gens en fonction de la gravité de l'incident. C'est ça le truc. Deuxièmement, il faut que les gens soient recensés. Parce que ici, là, c'est une politique d'Autriche. Ce gouvernement est un gouvernement hypocrite et menteur. Ça, c'est moi qui le dis. Parce que comment tu peux traiter un problème d'esclavage et tu ne veux pas connaître le nombre de gens qui sont concernés? Tu ne veux pas le recenser. Mais le monsieur l'a dit, Philippe Aston l'a dit. Il dit que ça, c'est quand même, c'est incroyable. Ici, on croit qu'on peut tromper les gens, qu'on peut... Il a dit, il l'a constaté. Parce que c'est la première question, on vous dit, monsieur, il y a combien d'esclaves? Il faut que tu le saches. Il dit non, je ne sais pas. Est-ce que vous n'avez pas ce mécanisme pour connaître le nombre d'esclaves? Dans l'émission, vous avez dit qu'il y a 1 million d'esclaves en Mauritanie. Écoutez, moi je dis, et je peux mettre ma main dans le feu, que le nombre d'esclaves en Mauritanie
ne peut pas descendre en dessous d'1 million. Mais moi, je suis administrateur civil. Mais moi, je connais. Quel est l'outil que vous avez mis mais en l'outil, place? c'est on m'a appris à estimer, à faire une évaluation d'une foule qui passe, ou d'un village, ou d'un machin. Je peux savoir après combien il y a de gens là-dedans, combien il y a de femmes, combien d'enfants. C'est des techniques qu'on nous apprend dans les écoles. On apprend ça dans les écoles d'administration. Moi, je dis qu'il doit y avoir au moins 1 million actuellement, 1 million d'esclaves en Mauritanie. Et ça, si quelqu'un veut me démentir, mais il n'a qu'à faire le recensement. Il faut le faire le recensement pour dire que c'est faux. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont peur de faire le recensement. Ils ont peur de faire parce qu'il va dévoiler l'ampleur de ce truc. Hein? C'est ça le truc. Et de toute façon, ça ne peut pas durer tout le temps. On peut le cacher maintenant, mais tôt ou tard, de toute façon. Et je pense que les Nations Unies vont voter une résolution demandant à ce que ça soit fait. À ce qu'on recense les Haratin en Mauritanie. Pour savoir quel est le nombre. Combien de gens il y a des gens libres et combien il y a des gens qui sont esclaves. Mais ça, c'est la le manifeste. Ça, c'est le problème de blocs. Est-ce que ça ne va pas affaiblir vraiment les revendications? Non, sauf les deux blocs. Ça, c'est toujours le pouvoir. Ça, malheureusement, tout à l'heure, j'ai vu que l'ancien député Tawassoul de Maktab Hajar a été reçu aujourd'hui par le président qui a demandé de faire campagne pour l'OI. C'est le pouvoir, vous accusez le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas du problème de positionnement de leader? Non, ça dit que le problème de positionnement. Vous manquez d'avoir un leader charismatique qui va diriger et porter vraiment les revendications des Haratin. Nous avons plein de leaders charismatiques. Nous avons toujours eu des leaders. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'origine de ça? Venir juste dire que c'est l'État qui vous divise. Mais c'est sa stratégie. Ce régime ne peut pas faire les choses normalement. L'autre jour, c'était l'information que je vous ai donnée. La mission qui est partie à Genève, la mission de l'État, ils ont amené 1 million de dollars, 300 millions d'Ouguiya qui ont été dépensés, je ne sais pas. Vous avez des preuves? Chacun est revenu avec. Vous avez des preuves? Non, je n'ai pas de preuves, mais ça, c'est facile à vérifier. C'est facile à vérifier. Un gouverneur, non, ça, c'est facile à vérifier. Quelqu'un qui a occupé des c'est à eux d'apporter le contraire. Non, on les a vus, s'il te plaît. Mais quelles sont les preuves que vous mettez en avant? Parce que vous êtes en train d'accuser et on ne voit pas de preuves. S'il te plaît, les preuves, c'est que chacun d'eux est venu avec plein de cadeaux dans les bras. Les gens d'aéroport les ont vus. Les gens ça ne prouve pas ce que vous venez de dire. Ce que je veux te dire. Ça ne prouve pas ce que vous venez de dire. Écoutez, M. Baïdi, ce que je veux vous dire, c'est que ce régime ne fait pas les choses normalement. C'est ça le problème. Parce que lui-même, il est venu par un coup d'État. Mais on ne parle plus de coup d'État dans la mesure où il s'est présenté pour devenir le président de la République. Mais ça reste dans démocratiquement élu. Non, ça reste dans l'esprit. Il est parti aux élections, il a battu toute l'opposition avec un écart très large. Vous ne pouvez pas revenir pour lui dire aujourd'hui qu'il est putschiste. Mais on ne peut pas revenir en arrière. On connaît les conditions dans lesquelles il a été élu. Parce que 3 mois avant les élections, il nous a dit qu'il sera élu à 52%. Mais il était confiant. Chaque candidat est confiant par rapport à moi, je ne pense pas que ça. Je ne pense pas il était très confiant parce qu'il a mis quand même. Je ne pense pas qu'Aziz soit pour essayer de devenir président de la République. Mais vous revenez toujours sur ce coup d'État. L'essentiel. On ne revient pas parce que lui-même n'avance pas. Il ne fait pas les choses normalement. Mais il est en train d'avancer. Quand même, il a posé des jalons pour qu'aujourd'hui la démocratie mauritanienne soit vue au niveau international. Bon, écoute-moi, pour que le temps pas. Ce président, il ne peut pas faire les choses, il ne voit pas les choses normalement. Parce que ce qu'il a dépensé, depuis maintenant 10 ans qu'il est au pouvoir, à dire que non, c'est faux, l'esclavage n'existe pas, s'il avait mis, c'est ce que les gens, il y a beaucoup d'autres questions que le président a de voir pour écoute-moi, ce que les gens ont amené, les billets, les machins, tout ce travail-là, les hôtels, ça, s'il avait mis ça pour résoudre le problème de l'esclavage, c'est terminé. C'est terminé. L'argent, il y a 20 millions de dollars qui sont dépensés chaque année par tout le monde. Qu'est-ce que ça a fait? Qui ça a libéré? Quel esclave a été libéré?
Quel sort d'esclave a été changé? Oui, on va demander si vraiment les membres du Tadamoun, on peut les recevoir dans l'émission Opinion pour essayer de clarifier. Mais ils n'ont qu'à venir. Dès que moi, je demande de venir, de faire un non, c'est nous qui demandons face à face avec moi. Non, c'est pas face à face. Et de m'expliquer d'abord. Non, écoute-moi. La première question que je leur pose, c'est de m'expliquer pourquoi ils ont besoin d'un bâtiment si luxueux pour travailler. Ça n'enlève rien. Ils sont en train de faire un travail. Un travail. Tu peux avoir un bâtiment luxueux et faire ton travail. Ici, aucun esclave ne peut venir. Nous sommes au terme de l'émission. Si vous avez un message à faire passer, vous avez l'occasion de le faire à travers la télévision Shinguit. Donc, d'abord, le message que je voulais faire passer, c'est que nous sommes sur un plan Marshall. Un plan Marshall pour régler le problème des esclaves en Mauritanie. Et ce plan Marshall, il n'a pas un aspect répressif. Nous, ce que nous pensons, c'est que les esclaves, d'abord, il faut les scolariser. Il faut les mettre à l'école. Parce qu'un esclave... Faire des homelettes sans casser les œufs. Parce qu'un esclave... Oui, mais c'est ça. Non, à la télévision. Non, nous sommes... J'ai l'impression que Tunkara ne comprend pas ça très bien. D'ailleurs, non pas très bien. Mais on ne peut jamais comprendre ça. Parce que cette formule, quand même, les gens ne vont pas accepter. Faire des omelettes sans casser les œufs. Mais si, c'est ce que nous sommes en train de faire, nous. Je vous laisse continuer sur le plan. Sinon, on va revenir. Non, je vais te dire d'abord que nous, notre stratégie, c'est une stratégie pacifique. Bon, beaucoup de gens disent que ça n'arrive à rien, que ça ne servira à rien, c'est pas seulement ton caractère. Mais on peut être pacifique et être concret. Oui, mais on est concret, on ne voit pas sur le terrain. Nous, ce que nous voulons, c'est de faire des changements, mais sans toucher à la stabilité de la Mauritanie. Nous aimons ce pays. Et nous savons que ça ne sert à rien. Vous êtes en train de dénoncer un peu partout. Oui, non, mais ça aussi peut dans le cadre de ça, c'est ça la lutte pacifique. Nous saisissons. Mais vous ne mettez pas assez de pression pour essayer de bloquer vraiment l'État. Vous ne mettez pas assez de pression aussi. Pression comment? Par exemple, aujourd'hui, on vous voit sur une chose, demander qu'on vous implique sur Tadamoun, demander qu'on vous implique sur les décisions de l'État en marchant, en protestant, mais vous ne le faites pas. Non, nous protestons, nous marchons, nous avons notre marche là que nous faisons. Nous faisons des écrits, mais ce que nous faisons aussi, nous le faisons pacifiquement. Nous n'allons pas accepter que les gens nous entraînent dans un truc qui ne va pas, qui va nuire à notre pays. Nous aimons ce pays. Et ce que nous voulons, c'est d'avoir les changements pacifiquement. Et surtout, que d'autres Mauritaniens s'engagent avec nous. Qu'on comprenne que ça ne sert. D'ailleurs, je vais te raconter une dernière anecdote, parce qu'il y a un commerçant qui était récemment à Bordeaux, qui avait donc transité là-bas, un commerçant mauritanien. À son retour, la police à l'aéroport a refusé de lui faire les formalités. Ils lui ont dit, personne ici, monsieur, ne vous fera les formalités parce que votre pays est un pays esclavagiste. Et ça, de plus en plus, on va le voir. Lorsqu'il y aura ces résolutions des Nations Unies, parce que certainement que vous allez voter oui lors du référendum? Mais comment j'ai voté? Non, pas du tout. Je ne sais pas. Vous avez boycotté? Écoutez, ce référendum, il ne sert absolument à rien. Sauf que Abdelaziz cherche un troisième mandat. Vous l'avez dit, mais le président a été très clair sur cette question. Non, il n'est pas clair, non. Il a été aussi clair à Dakar, il a été clair avec l'opposition, il a été clair avec Ahmed Dada, il a été clair avec Massoud, il a été clair avec personne. Aziz aujourd'hui en Mauritanie, écoute-moi. Ce n'est pas une question de personne. Soyons. Aujourd'hui, il est en train vraiment de poser les jalons, vous lui refusez cela. Dans votre émission Opinion, comme vous le savez, à chaque mardi à pareille heure, nous invitons des personnalités. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir sur ce plateau Ahmedou Val Ould Messoud, ancien gouverneur. Je vois à travers la télévision.